Alors bonsoir à tous et merci également tout d'abord à DxO Labs d'avoir rendu possible cette présentation ce soir et d'avoir mis tous les moyens techniques en œuvre pour que ça se passe bien. Et vous êtes beaucoup, vous êtes connectés, hein, vous êtes plus de 300 personnes et je crois on m'a dit il y a plus de 700 inscrits. Alors, le sujet de ce soir, vous le connaissez, c'est tout simplement la présentation de DxO Optics Pro 9 qui est sorti il y a quelques semaines. Donc, ce sera une petite prise en main et une présentation des nouveautés. Alors, bien entendu, je vais m'adresser aussi bien aux personnes qui connaissent les versions précédentes du logiciel, notamment en ce qui concerne les changements et les nouveautés. Et bien entendu, je vais également m'adresser aux personnes qui connaissent peu ou voire même qui connaissent pas du tout le logiciel. Donc on fera un tour d'horizon d'Optics Pro et parler un petit peu des principes de fonctionnement, la présentation de l'interface. On va également parler un peu de l'organisation du travail, comment se passe l'ouverture des images, le téléchargement, l'installation des modules optiques. Ensuite, on va faire une présentation générale des outils de correction disponibles. Et puis on passera aux nouveautés de la version 9, on parlera de la nouvelle interface des autoréglages, on en profitera pour montrer comment fonctionnent les autoréglages et à quoi ça sert. On va également parler du gros morceau évidemment de cette version 9, c'est DxO Prime qui permet de faire des corrections de bruit d'une qualité jamais atteinte jusqu'à présent. On va voir également les autres nouveautés du point de vue traitement d'image, c'est-à-dire la récupération des hautes lumières, le rendu des teintes chères. Puis on finira avec tout ce qui est exportation, traitement des images, hein, puisque cette partie d'Optics Pro a complètement changé également avec cette version 9. Et puis on finira sur les possibilités d'impression et je vous ferai un petit rappel des versions existantes et des promos en cours, donc en toute fin de présentation qui va durer grosso modo 1 heure. Alors c'est parti, je vais tout d'abord afficher l'application sur mon écran. Alors donc voici la version Mac de DxO Optics Pro 9. Je vous montrerai tout à l'heure la version pour PC. Alors DxO Optics Pro 9 est un logiciel de traitement de fichiers RAW, de traitement d'images qui est développé par une boîte qui s'appelle DxO Labs et qui est une boîte française. Je sais que beaucoup de gens sont surpris quand on leur dit que c'est une boîte française et comme on nous rebat un petit peu les oreilles en ce moment dans les médias avec le Made in France, et ben voilà peut-être l'occasion de contribuer à l'effort général de ce point de vue. En fait, DxO Labs s'est fait connaître auparavant avec les corrections optiques logicielles, hein, notamment au niveau des téléphones, des appareils embarqués dans les téléphones. Et il s'avère que DxO Labs fait également l'un des meilleurs logiciels de traitement de fichiers RAW du marché, avec une approche tout à fait particulière, hein, puisque l'accent est mis sur les automatismes. Pourquoi les automatismes? Tout simplement pour décharger le photographe d'un certain nombre de tâches et également lui donner la possibilité peut-être de passer plus de temps derrière son appareil photo au lieu de passer des heures à traiter ses images sur son ordinateur. Alors ces automatismes se passent à tous les niveaux. On va voir les automatismes de traitement des images à l'ouverture des photos dans le logiciel. On va voir également les automatismes de correction optique grâce au module optique DxO. Et on a également les automatismes au niveau des exportations, puisque Optics Pro est un des rares logiciels qui permet de faire des exportations simultanées dans différents formats à partir d'une image ou tout simplement d'un lot d'images. Voilà. En fait, à partir du moment où je parle de comment ça s'appelle de l'interface, hein, donc évidemment auparavant, donc on avait une interface qui était quand même assez différente. Alors juste avant, je vous ai parlé de la philosophie, l'automatisation des tâches. Donc bon, malgré le slide, je pense que tout le monde a compris à peu près comment
ça, ça fonctionnait. Et maintenant, je vais donc reprendre les explications concernant l'interface. Alors, vous pouvez voir ici la version Mac d'Optix Pro 9. En fait, la version Mac et la version PC se rapprochent désormais pas mal du point de vue esthétique et ergonomique. Hein, donc, c'est plutôt bienvenu. Et on a également une optimisation, une simplification de l'interface. Alors, ceux qui connaissent le logiciel vont peut-être être surpris de constater qu'il manque l'onglet traité en haut à gauche, hein, puisque Optix Pro est divisé en 3 onglets différents, donc organisés pour gérer un petit peu le contenu des dossiers et des projets, l'onglet personnalisé pour faire les corrections. En fait, il a été estimé que l'onglet traité était une étape supplémentaire, en plus une fenêtre qui prenait beaucoup de place, et donc les développeurs du logiciel ont tout simplement décidé de centraliser toutes les fonctions de traitement d'exportation en bas à droite, au-dessus de l'explorateur de fichiers. Vous voyez un bouton bleu qui s'appelle Export vers disque. Et si vous cliquez sur la petite flèche qui se trouve juste à droite, hein, vous voyez plusieurs options. Export vers application. Donc le dialogue avec les autres programmes a également été simplifié, et toujours l'export vers les galeries Flickr. Mais on reviendra à cette partie exportation vers la fin de la présentation. Pour l'instant, on se concentre sur l'interface. Donc on a donc ces 2 onglets dorénavant, et puis on a toujours la possibilité de personnaliser son espace de travail. Alors, jusqu'à la version 8, lorsqu'on ouvrait Optix Pro, par défaut, on accédait à un espace de travail simplifié avec un certain nombre de palettes, et pour pouvoir accéder à la totalité des outils de l'onglet personnalisé, il fallait basculer dans un espace dit utilisateur avancé. Alors l'approche d'Optix Pro 9 est totalement différente, puisque dorénavant, lorsqu'on ouvre Optix Pro, on n'a pas d'espace de travail simplifié, on a l'espace complet qui est affiché. À la différence près, c'est que toutes les palettes d'outils sont fermées, à l'exception de la palette outils essentiels, qui est également une nouveauté du point de vue d'interface. Et si FilmPack est installé, on verra également la palette FilmPack qui sera déployée dans l'onglet personnalisé. Alors, ensuite, pour revenir à cette palette outils essentiels, en fait, les outils ont été redistribués de manière beaucoup plus logique, et dans cette palette, on trouvera toutes les corrections de base qu'on est censé faire dès le départ sur les fichiers RAW. Alors bien entendu, Optix Pro va d'abord appliquer les autoréglages par défaut, mais si les corrections par défaut proposées ne vous conviennent pas tout à fait, ou si vous avez besoin de faire des corrections supplémentaires, vous pouvez déjà commencer par outils essentiels qui propose notamment la correction de balance des blancs. On a la compensation de l'exposition pour traiter les hautes lumières principalement. On a toujours le Smart Lighting qui est arrivé avec la version 8. On a les commandes de contraste et de micro-contraste. On va pouvoir également régler la vibrance et la saturation. Voilà, je prends mon temps pour faire les corrections si jamais vous avez un lag d'affichage. Donc là, je viens de corriger la vibrance dans cette image. On a également très utile la tonalité sélective qui permet de travailler sur les différentes plages de tons de l'image, hein, les hautes lumières, les tons moyens, les ombres et les noirs. Donc ça c'est pas une nouveauté, vous connaissez ça depuis la version 8. On a la nouvelle sous-palette réduction du bruit qui inclut donc la nouvelle technologie DxO Prime, ainsi que cette fenêtre d'aperçu qu'on abordera plus tard dans la présentation. On a également correction horizon perspective et le recadrage qui est en mode automatique également par défaut, donc dans cette sous-palette outils essentiels.
Alors les autres outils évidemment sont dispatchés un petit peu différemment par rapport à la version 8. Vous pouvez toujours personnaliser votre interface, hein. Vous avez la possibilité de détacher les palettes bien entendu ou de les remettre en place. Vous pouvez les placer sur un deuxième écran également, hein. Il y a vraiment une certaine souplesse bienvenue au niveau du placement des outils. Et vous avez également la possibilité de créer vos propres palettes d'outils, notamment avec les outils que vous utilisez le plus pour pouvoir vraiment optimiser votre flux de production. Alors donc, l'interface d'Optix Pro 9 est divisée maintenant en deux onglets. L'onglet organisé, lui, va vous présenter l'ensemble de vos projets. En fait, les projets, c'est tout simplement des dossiers virtuels dans lesquels vous allez placer vos images. Et vous avez également, évidemment, accès à tous les dossiers de votre disque dur. Alors, il y a une petite différence de présentation entre la version Mac et PC. Sur cette version Mac, les projets font partie de l'arborescence des dossiers, tandis que sur PC, il faudra cliquer sur un bouton pour passer des projets au mode dossier. Donc voilà en gros pour la présentation de l'interface et des nouveautés de l'interface. Aussi une petite chose qui a changé, c'est la possibilité de comparer l'image avant et après correction tout simplement en cliquant ici en haut sur ce bouton comparer. Vous voyez, donc ça c'est l'image avant et je relâche pour afficher l'image après correction. Autre changement concernant l'interface, et c'est les autoréglages, mais on y reviendra un petit peu plus tard. En fait, en haut à droite, lorsque vous cliquez sur appliquer un autoréglage, vous voyez tous les autoréglages disponibles apparaissent sous forme de vignettes, d'aperçus dans une grande fenêtre flottante et rangées par catégorie. Donc les autoréglages généralistes, on a portrait, paysage, noir et blanc, ambiance, etc. Et bien entendu, on le verra tout à l'heure, quand vous créez un autoréglage, celui-ci apparaîtra également dans cette fenêtre flottante. Alors sachez également que jusqu'à la version 8 incluse, les autoréglages apparaissaient uniquement sous forme de liste dans un menu. Hein, sur Mac comme sur PC. La petite différence est que sur Mac, on avait droit à une petite vignette de prévisualisation. Maintenant, on a cette grande fenêtre d'aperçu qui existe sur les deux versions. Donc voilà pour appliquer un autoréglage. Ensuite, en ce qui concerne l'organisation du travail, on va pouvoir disposer également d'un certain nombre de fonctions intéressantes qui permettent de fluidifier votre manière de travailler, de vous donner une certaine souplesse. C'est le principe donc des projets qu'on a vus avant avec les projets qui sont des albums virtuels, mais on a également la possibilité de créer des copies virtuelles. Si vous avez envie de créer plusieurs versions de la même image, il suffit de faire un clic droit sur la vignette de l'image en bas dans l'explorateur de fichiers et de cliquer sur copie virtuelle comme ceci. Vous voyez maintenant j'ai deux copies de la même image, l'original qui est numéroté 1 et la copie virtuelle qui est numérotée 2. Et vous voyez, si je prends la copie virtuelle numéro 2 et que j'applique par exemple un autoréglage comme celui-ci, paysage contrasté par exemple, vous voyez, donc là j'applique mon autoréglage ou une correction différente à la copie virtuelle. Et évidemment, si vous créez 10 copies virtuelles de la même image, pardon, je reprends, si vous créez 10 copies virtuelles de la même image, bien entendu, vous pourrez appliquer 10 corrections différentes. Ensuite, pour l'exportation, pour créer le fichier avec lequel vous allez travailler ou le fichier que vous allez diffuser, bien entendu, les copies virtuelles se comportent exactement comme un fichier normal. Alors Optix Pro
permet les corrections sur les fichiers RAW. Vous pouvez également travailler sur des fichiers TIFF et JPEG, bien entendu. D'ailleurs, depuis le début de la présentation, on a un fichier JPEG. Vous pouvez voir dans les vignettes, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'on a un petit voyant vert qui indique tout simplement qu'un module optique a été installé pour cette image, donc en fait pour le couple boîtier objectif qui a servi à prendre cette photo. Par contre, ici à gauche, on a un indicateur avec une flèche rouge qui indique qu'un module optique est disponible au téléchargement et donc n'a pas encore été installé. Alors ce processus est automatique, hein, lorsque vous lancez Optix Pro et que vous commencez à charger des images dans le logiciel. Je vais vous montrer, par exemple, je vais passer, vous voyez, je passe d'un projet à l'autre, donc le projet qui contient l'ensemble des images que je vais utiliser pour la démonstration. Et vous voyez, là j'ai une fenêtre, télécharger les modules optiques DxO, avec la liste des boîtiers des objectifs qui correspondent donc aux images présentes et qui n'ont pas encore de module optique. Et il suffit tout simplement de cliquer sur télécharger pour lancer le téléchargement et l'installation des modules optiques. Alors ça va assez vite si vous avez une bonne connexion Internet, hein, parce que bien entendu il faut être connecté sur Internet pour pouvoir faire fonctionner tout cela. Donc vous voyez maintenant, à part une image ici qui n'est pas reconnue, toutes les autres photos ont maintenant un voyant vert, et notamment les 2 JPEG que j'ai utilisés, puisque ces modules optiques fonctionnent évidemment également avec des fichiers JPEG. Ensuite, dans l'onglet personnalisé, on va faire le tour des outils qui sont disponibles. Alors l'onglet personnalisé, lui, contient toutes les corrections, tous les outils de correction qui vont vous permettre de travailler sur vos images, soit avec des automatismes, ça peut être évidemment les autoréglages, soit tout simplement en utilisant les automatismes des outils eux-mêmes, ou alors faire des corrections entièrement manuelles. Alors l'onglet personnalisé par défaut se présente de cette manière. On a une zone centrale d'affichage, on a une barre d'outils en haut qui permet de gérer l'affichage des images, hein. Vous pouvez afficher l'image côte à côte pour voir l'original et la version corrigée. Vous avez des fonctions de zoom, bien entendu, de quoi naviguer dans les images. Et là, sur la version Mac, on peut sélectionner certains outils. La présentation est légèrement différente sur PC. À gauche, on a une palette déplacée zoomée. Vous voyez, si je zoome à 100% dans l'image, j'ai la possibilité de naviguer directement dedans à l'aide de ma souris. Je peux également zoomer si j'utilise la molette de la souris. Alors sur Mac, il faut également appuyer en même temps sur la touche commande, comme vous pouvez le voir ici. Sinon, je peux me déplacer dans la sous-palette déplacer zoomer en saisissant le rectangle, vous voyez, et en me déplaçant dans ma photo. En dessous, j'ai un certain nombre d'informations qui sont affichées, donc les données EXIF, c'est-à-dire tout ce qui concerne le boîtier, le matériel de prise de vue, hein, l'objectif, date de prise de vue, ainsi que les paramètres d'exposition. Et juste en dessous, j'ai une autre palette qui s'appelle autoréglage et qui permet de faire une gestion plus sophistiquée de ces autoréglages. À droite, on commence évidemment par l'histogramme, hein, qui est un élément essentiel de l'interface, puisque c'est avec ça que vous allez corriger la tonalité, c'est-à-dire l'exposition et le contraste de vos images. En fait, c'est tout simplement un compte-rendu de ce qui se passe dans la photo. Par exemple, dans l'histogramme, ici, on peut voir un pic à droite qui correspond tout simplement aux hautes lumières présentes dans les nuages de la photo. On peut travailler, afficher l'histogramme canal par canal, rouge, vert, bleu, et luminance, ou alors en mode RVB tout simplement. En dessous, je vous en ai déjà parlé, on a la palette outils essentiels. Et si je continue à faire défiler les palettes,
On a lumière et couleur avancée. Alors je vais vous décrire assez sommairement ce qu'il y a dedans parce qu'on n'a matériellement pas le temps de tout décrire en détail. Hein, mais vous pouvez voir par exemple ici dans la palette rendu des couleurs, on a un rendu générique ici, mais on va pouvoir également reproduire le rendu de certains boîtiers. Vous voyez, donc là on a une liste quand même qui est assez conséquente. On va même pouvoir simuler le rendu de films argentiques, et notamment si on a Film Pack 4 qui est installé, Film Pack 4 qui propose quand même une soixantaine de rendus de films argentiques, et c'est du rendu où on restitue réellement le vrai grain du film, mais également sa réponse tonale et la colorimétrie du film en question. Donc voilà pour le rendu des couleurs. On a également des effets où on peut passer en noir et blanc, on peut appliquer un virage. On a également, pour ceux qui aiment, la courbe des tons. Donc la courbe des tons, vous permet de travailler sur le contraste de votre image. Et vous avez la possibilité, pour travailler sur ce contraste, de vous rabattre également sur la tonalité sélective que j'ai évoquée brièvement au début. Vous voyez, c'est plus facile à utiliser la courbe des tons parce que là, vous travaillez par plage. Donc ici, je corrige les hautes lumières dans les nuages sans affecter le reste. Vous voyez, donc c'est vraiment d'une simplicité enfantine. Hein, vous avez quand même beaucoup d'outils à votre disposition. Ils sont tous très sophistiqués est très performant. On a la possibilité également de corriger les couleurs avec le panneau TSL qui permet d'agir sur les teintes, sur la saturation, sur la luminance des couleurs de façon très sophistiquée. Lorsqu'on passe dans la palette détail et géométrie, on a masque de netteté. Alors en fait, le masque de netteté, c'est tout simplement un outil d'accentuation. Sachez simplement que si votre matériel est pris en charge par un module optique DxO, ce module optique va optimiser le piqué de votre objectif, tout simplement en analysant le contenu de l'image et en appliquant une accentuation très fine et très sélective qui va permettre d'homogénéiser la netteté de l'image, par exemple le centre par rapport au bord, mais vous disposez également d'un outil de netteté plus classique où vous pouvez régler l'intensité, le rayon et le seuil, et vous disposez également d'un curseur bord qui vous permet de renforcer la netteté sur le bord de l'image, là où elle est censée être moins piquée, notamment par rapport au centre. Et ça, c'est intéressant si on a un objectif qui n'est pas pris en charge par le module optique DxO. Donc on va quand même pouvoir profiter de l'homogénéisation de la netteté dans l'image. On a un outil de correction de moiré, on a un outil de correction de poussière. En fait, c'est un tampon tout simplement. Le petit symbole qui apparaît ici, l'œil barré, indique tout simplement qu'il faut agrandir, qu'il est conseillé d'agrandir l'image pour pouvoir faire des corrections plus précises. On a la déformation de volume. On va essayer de trouver dans l'onglet organiser une image assez représentative si on a un portrait ou quelque chose. Non, malheureusement on n'a pas. Bah écoutez, tant pis. C'est pas une nouveauté de DxO Optics Pro 9. En fait, vous pouvez corriger ce qu'on appelle l'anamorphose de volume, c'est-à-dire lorsque vous faites une photo au grand angle, par exemple, les corps des personnes, les têtes sont déformées et vous pouvez retrouver les proportions naturelles des têtes et des corps grâce à l'outil de déformation de volume qui s'appelait auparavant correction de l'anamorphose. En dessous, on a le panneau correction optique où on va pouvoir corriger manuellement la distorsion, le vignettage, l'aberration chromatique. Vous voyez ici, on parlait de netteté de l'optique. En fait, tout simplement, il s'agit de cette optimisation dont je vous parlais avant. Et on a un curseur qui est intéressant également qui s'appelle bokeh et qui permet d'ajuster en quelque sorte la netteté de l'arrière-plan flou, hein, de rendre les détails plus présents ou pas. Donc vous pouvez moduler
cette correction. Hein, vous voyez jusqu'à quel point vous pouvez corriger et optimiser vos images. Et en dessous, on a la palette DxO Film Pack qui donc n'apparaît qu'à partir du moment où on a installé le logiciel sur son disque dur, donc Film Pack, qui permet de simuler les films argentiques et d'effectuer quelques tâches d'ordre artistique ou créatif. Donc voilà en gros pour la présentation du contenu de l'onglet personnalisé. Sachez également, ici en bas, vous avez ce qu'on appelle l'explorateur de fichiers qui vous permet tout simplement de voir le contenu d'un dossier ou d'un projet. On a la possibilité de détacher cet explorateur de fichiers, voilà, comme ceci, avec commande U. Vous voyez, je me retrouve avec une fenêtre flottante que je peux redimensionner à ma guise avec toutes mes vignettes, et ça, je vais pouvoir le placer sur un deuxième écran pour gagner un maximum de place en ce qui concerne l'utilisation d'Optix Pro. Hein. Donc vous pouvez également le faire dans le menu affichage, détacher ou amarrer l'explorateur d'images. Hein. Donc vous voyez, vous avez quand même la possibilité de travailler très confortablement avec Optix Pro, notamment si vous disposez de deux écrans. Voilà en gros pour la partie interface, présentation générale des outils de correction. Je vais vous montrer rapidement la version PC pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Donc voici la version PC qui se présente grosso modo de la même manière. Alors l'esthétique est légèrement différente, mais on s'en rapproche quand même hein, par rapport à la version Mac. Ici à gauche, on a l'explorateur de source avec l'affichage des dossiers et le contenu de ce dossier sélectionné apparaît ici en bas dans l'explorateur de fichiers. On a également notre bouton comparer comme ici et on a également nos fonctions d'exportation en bas à droite. Maintenant, si je passe dans l'onglet personnalisé, voici de nouveau ma palette déplacée zoomée, les données EXIF, l'éditeur d'autoréglage à gauche et à droite, je retrouve l'ensemble des outils avec la palette outils essentiels qui est ouverte par défaut et également mon Film Pack qui est installé sur ma version PC. Je retrouve également, pour vous prouver que je ne vous raconte pas de bêtises, si je clique sur le bouton autoréglage, en haut je trouve également ma fenêtre flottante avec les aperçus des autoréglages. Donc vous voyez qu'on se rapproche vraiment beaucoup de la version Mac ou inversement. Donc voilà pour la version PC, mais ce soir on travaillera essentiellement dans la version Mac puisque je suis utilisateur de Mac. Du point de vue fonctionnalité, il n'y a pas de grosse différence entre les deux. Il existe un outil sur la version Mac qui permet de corriger les couleurs de manière sélective. C'est dans la palette lumière et couleurs avancées et c'est la balance couleur multipoint qui n'existe plus dans la version PC depuis un certain nombre de versions. Voilà donc pour les généralités concernant Optix Pro. Maintenant, on va passer, si vous voulez bien, à la présentation des nouveautés majeures de cette version 9 et notamment le gros morceau, c'est la correction de bruit. Alors, je retourne dans mon onglet organisé pour vous montrer que je sélectionne le projet bruit dans lequel j'ai placé un certain nombre d'images qui vont me servir pour cette présentation. Je repasse dans l'onglet personnalisé. Je vais gagner un peu de place en escamotant le panneau latéral gauche en cliquant tout simplement sur la barre de séparation comme ceci. Voilà donc une image qui a été prise avec un Nikon D3 qui a été prise à 51 200 ASA, donc c'est considérable et vous allez voir qu'avec cette version 9,
vous allez ouvrir des perspectives du point de vue prise de vue totalement insoupçonnée jusqu'à présent. Bon, il est tout à fait clair que Coptix Pro a toujours été la référence absolue en ce qui concerne la correction de bruit, mais là, avec cette version 9, on va beaucoup plus loin avec une fonction qui s'appelle Prime, hein, et DxO Prime, c'est tout simplement un système de correction de bruit sans compromis. Il faut savoir une chose, c'est que la plupart des logiciels de développement RAW, DxO, Optix Pro compris, jusqu'à présent proposent une correction de bruit qui doit être quasiment immédiate avec un feedback, avec un compte-rendu immédiat à l'affichage. Alors pour arriver à ce résultat, la seule solution, c'est d'appliquer une correction de bruit jusqu'à un certain point. Mais est-il possible d'aller encore plus loin dans l'analyse d'image? Eh bien oui, c'est le cas avec DxO Prime. En fait, DxO Prime, c'est tout simplement un système qui va analyser le contenu de l'image et va analyser le détail et les comparer au bruit. Alors, parce que le problème pour traiter le bruit, c'est les micro-détails qui peuvent se fondre dans ce bruit justement. Alors c'est le boulot de Prime d'analyser le contenu de l'image pour pouvoir obtenir le meilleur résultat possible, et vous allez voir que les résultats sont assez impressionnants. Alors par contre, Prime, lorsque vous lancez une correction Prime qui va s'appliquer en fait uniquement à l'exportation des images, vous allez voir qu'en fonction de la puissance de votre ordinateur, vos processeurs vont être monopolisés à 100%, parfois pendant plusieurs minutes pour traiter une seule image. Pourquoi? Tout simplement parce que Prime ne fait pas de compromis sur la qualité et va exploiter toutes les ressources disponibles. Alors bien évidemment, on ne va pas utiliser Prime pour traiter 2500 photos du mariage que vous avez photographié samedi dernier. Il va falloir l'utiliser, bien entendu, sur une sélection rigoureuse des meilleures photos, celles qui le méritent vraiment. Alors, pour avoir un aperçu de ce que fait Prime, il y a quand même une possibilité, c'est cette petite fenêtre ici à droite qui a été rajoutée dans la sous-palette réduction du bruit. Parce que, comme je vous l'ai expliqué auparavant, il est virtuellement impossible de vous montrer en temps réel la correction de DxO Prime à l'écran. Donc cette correction, on va tout simplement la montrer dans cette fenêtre d'aperçu qui fait 150 pixels par 150. Et pour vous montrer à quel point le processus est intensif, je vais tout simplement remettre le réglage de luminance à sa valeur par défaut en cliquant sur la petite baguette magique à droite, et vous allez voir dans la fenêtre d'aperçu ici une icône qui va s'afficher pendant le temps de calcul. Voilà, donc vous voyez, donc là ça a été quand même assez rapide, mais maintenant si je réduis de nouveau le curseur luminance sur 10 par exemple, donc là on a une image apparemment assez légère. Alors je vais essayer de trouver quelque chose d'un petit peu plus pointu de ce point de vue-là. Je vais changer de photo. Regardez, vous voyez, ici, le temps que l'aperçu, je passe en prime, pardon, regardez, voilà. Je me suis trompé, j'étais sur qualité haute par défaut. Vous voyez, l'icône ici va s'afficher pendant plusieurs secondes avant d'appliquer la correction juste dans cette petite fenêtre. Alors c'est juste pour vous donner une idée du temps que ça va prendre. Alors par expérience avec l'ordinateur que j'utilise, c'est un iMac 2011 avec processeur i7 à 3,4 GHz. Il me faut environ 2 minutes et demie à 3 minutes et demie pour exporter, corriger une image de 5D Mark III avec la technologie Prime. Alors vous avez la possibilité pour l'aperçu de changer d'emplacement, bien évidemment. Vous voyez cette icône située à droite, lorsqu'on clique dessus, il y a un rectangle qui s'affiche dans l'image.
et on va pouvoir le placer ailleurs dans la photo. Voilà, comme ceci, je l'ai placé juste sous l'aisselle de la danseuse. Alors vous voyez mon icône qui apparaît et là on voit l'aperçu de cette zone de l'image corrigée avec Prime. Alors quels sont les résultats qu'on obtient avec cette technologie? Je vais vous montrer un certain nombre d'exemples que j'ai exportés en JPEG. Alors je vais revenir à cette photo de voiture donc prise à 51 200 ASA. Je vais zoomer à 100% dedans. Donc, je vais juste me déplacer. Vous voyez, alors je laisse juste le temps que l'affichage se rafraîchisse de votre côté. Donc ici, on arrive à lire les stencils. Moi, je ne sais pas si vous arrivez à les lire sur votre écran dans la présentation, mais par exemple, ici, on voit 24 heures du Mans. Ici, on voit le nom des équipages. Et regardez, par exemple, les rouges ici sont relativement propres. Alors il y a toujours du grain bien évidemment, mais là en fait ce que vous voyez à l'écran c'est pas la correction prime malgré le bouton qui est illuminé, c'est la correction classique qualité haute sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard et je vais vous montrer maintenant le résultat avec un JPEG exporté avec Prime. Vous voyez, on a pratiquement plus de grain par rapport à l'image d'origine, et même je vais vous montrer la photo telle qu'elle existe au départ, c'est-à-dire avant correction de bruit. Ouais, je clique sur comparer, hein, regardez dans l'image, je vais vous montrer notamment les zones rouges. Regardez les bandes rouges dans la voiture, le bruit qu'il y a à cet endroit autour du casque du pilote, le bruit chromatique. Donc ça maintenant c'est la correction classique. Et là je bascule sur le JPEG traité avec Prime et vous pouvez constater que l'image est absolument nickel. C'est une image à 51 200 ASA, vous imaginez maintenant tout ce que vous pouvez faire avec ce genre de technologie, il n'y a plus aucune limite. Alors bien sûr, tout le monde ne va pas travailler à 51 200 ASA, mais ça veut dire que vos images prises à des sensibilités plus classiques, entre guillemets, à 3200, 6004, 12008, vont être encore plus propres et de bien meilleure qualité encore. Je veux dire, donc ça ouvre vraiment des perspectives formidables. On peut également utiliser Prime sur des images à sensibilité plus basse pour nettoyer les ombres. Par exemple, le 5D Mark III, je vais vous montrer une image de 5D Mark III, lorsqu'on pousse la luminosité dans les ombres, ici on n'a pas des résultats très propres en général, hein, puisque le bruit a tendance à monter très rapidement. Hein, donc là, il est quand même déjà relativement bien corrigé, mais c'est une image à 6400 ISO qui est pourtant plus granuleuse que le fichier Nikon avec la voiture de course. Et maintenant, je vous montre la correction avec Prime. Vous voyez, donc la même image corrigée avec Prime, avec les valeurs par défaut, tout simplement. Donc là, j'ai pu remonter la luminosité dans les ombres, puisque cette partie de la photo était bouchée, hein, tout le coin inférieur gauche. Donc j'ai sacrément remonté la luminosité. D'ailleurs, je vais vous le montrer dans l'original. Donc là, je rebascule sur le fichier RAW, je clique sur comparer. Voilà, ça c'est l'image d'origine. Donc ça, c'est fait avec un 5D Mark III. Si vous remontez la luminosité de 2 diaphes dans les ombres, vous êtes mal parti. Hein. Ce qu'un D800 accepte, un 5D Mark III ne l'acceptera pas. Par contre, avec cette technologie Prime, on obtient des résultats qui sont absolument propres. Donc c'est un exemple de ce que cette technologie vous permet de faire et d'envisager à la prise de vue et en post-traitement, parce que de toute façon, quoi qu'on en dise, le post-traitement aujourd'hui fait partie de l'acte photographique. Hein. Il faut bien faire la part des choses entre la retouche artistique
et ce qu'on appelle les corrections techniques, hein, c'est-à-dire tout ce qui concerne la tonalité, les couleurs, la correction optique, la correction de bruit. Donc voilà ce que vous permet Prime. Je vais vous montrer encore un autre exemple. Donc ici, on a un fichier RAW que je vais vous montrer en entier d'abord. Hein, je vais zoomer, donc l'image est très agréable à l'écran, je vais zoomer dedans à 100% et je vais vous montrer l'original. Hein, donc là, on a la balance des blancs qui a été corrigée, évidemment, mais regardez l'ombre du bras à droite, hein, on voit tout ce bruit chromatique et également le grain de luminance. Hein, maintenant, on va passer à la version traitée avec Prime, donc un JPEG exporté. Vous voyez, regardez, on n'a plus de défauts, plus d'artefacts, et regardez la dentelle dans le vêtement, on ne perd absolument aucun détail. En fait, c'est la grande force de Prime, c'est la conservation des détails et également l'absence de dérives colorées qui se manifestent parfois quand on fait des corrections de bruit. Et bien, avec Prime, vos couleurs seront protégées ainsi que les plus fins détails de vos images. Alors donc voici pour Prime, donc sachez simplement que c'est un traitement qui est très intensif mais qui est extrêmement efficace. Il ne fonctionne que sur les fichiers RAW et bien évidemment vous le réserverez à la sélection de vos meilleures images parce que les temps de traitement ne vous permettent pas de manière réaliste de corriger un lot de 200, 300, 400 images à moins d'y passer la nuit et peut-être même plus. Voilà donc pour DxO Prime. Alors, on a la technologie DxO Prime, mais on avait également auparavant la technologie classique de correction de bruit de DxO Optics Pro, qui s'appelle aujourd'hui qualité haute, et qui, lui, continue à combiner à la fois rapidité et efficacité. Hein, vous pouvez voir ici qu'on a une correction faite par défaut, donc à l'ouverture de l'image dans Optics Pro. Donc là, tout simplement la correction qui est faite par l'autoréglage par défaut. Alors, je vais juste remettre luminance à sa valeur par défaut. Voilà, comme ceci, on a déjà une image très très propre avec un résultat quasi instantané. Alors bien entendu, cette correction sera également appliquée de manière définitive à la version exportée du fichier, c'est-à-dire un JPEG ou un TIFF. Hein, je clique encore une fois sur comparer, comme ceci, vous voyez le bruit dans le bras. On peut prendre encore une autre photo qu'on n'a pas utilisée jusqu'à présent. Voilà, on va prendre cette image. Alors, il est également extrêmement important de corriger les photos, de corriger le bruit, je veux dire, dans les photos, en agrandissant à 100%, parce qu'il faut absolument le faire pour bien voir l'effet des corrections. Alors évidemment, Optics Pro vous permet d'afficher la correction de bruit à toutes les valeurs de zoom en fait, hein, puisque c'est le nouveau comportement par défaut d'Optics Pro 9, ce qui n'était pas le cas auparavant, c'était une option, mais maintenant à n'importe quel niveau de zoom, hein, vous avez l'application de la correction de bruit. Maintenant, je vais vous montrer cette image avant correction. Vous voyez la différence, hein. Regardez, bon, bien entendu, il y a un travail qui est fait au niveau des couleurs, du contraste, hein, c'est le travail de l'autoréglage en fait, mais qui a également corrigé le bruit. Vous voyez, c'est absolument remarquable. Je vais faire un affichage côte à côte. Mais regardez tout ce bruit ici sur la joue, sur les oreilles, la tempe, et regardez à droite, on a un grain. On a un grain qui est présent, mais qui donne de la matière, de la texture à la photo, et ce grain est agréable à regarder. Et en plus, chose que j'ai omise de vous dire jusqu'à présent, c'est que dans le passé, les utilisateurs d'Optics Pro avaient tendance à reprocher au logiciel de lisser un peu trop
les détails par défaut lorsqu'on faisait une correction de bruit automatique. Alors sachez que les ingénieurs d'Optix Pro ont revu leur copie et que maintenant la correction automatique de bruit lisse moins qu'avant et le résultat est beaucoup plus agréable. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir ici à l'écran, la différence est quand même spectaculaire. Et là, on n'a pas utilisé la technologie DxO Prime. Donc voilà pour la correction de bruit d'Optix Pro. On va passer maintenant à la suite de notre programme. On va aller chercher une image concernant la récupération des hautes lumières. J'espère que vous suivez tous, toujours. Donc cette image est un exemple absolument parfait de ce que peut faire DxO Optix Pro. Alors vous voyez, je vais cliquer sur comparer. Vous voyez, ça c'est l'image. Maintenant vous voyez l'image d'origine. Il n'y a quasiment aucun détail perceptible dans le ciel. Et maintenant, voilà ce que donne la correction lorsque vous ouvrez l'image dans Optix Pro. Donc on a ici pour les hautes lumières une compensation d'exposition qui est réglée sur Smart donc par défaut. Donc c'est une correction intelligente qui va prendre en compte un certain nombre de paramètres du point de vue contraste et tonalité dans l'image. Et on a également le Smart Lighting qui lui va plutôt avoir tendance à travailler sur la partie basse de l'image. Alors bien entendu, vous pouvez aller chercher encore plus de détails dans les nuages, soit avec la compensation de l'exposition. Vous pouvez aller chercher par exemple un automatisme. Alors là, je vais vous montrer un réglage fort, bien sûr, pour que vous puissiez bien percevoir la différence. Vous voyez, donc là, on a récupéré énormément d'infos dans les nuages. Alors par contre, on a fini par influencer le bas de l'image, mais ça, c'est pas un gros problème, parce que vous voyez, si je modifie le Smart Lighting, je peux éventuellement éclairer le bas de mon image ou les tons moyens, mais je peux également me servir de la tonalité sélective pour redonner de la lumière ici en bas dans les tons moyens et dans les ombres. Voilà, donc là je pousse le curseur ton moyen à droite et je redonne un petit coup de boost dans les ombres, vous voyez, comme ceci, et puis je peux augmenter le contraste et compenser le contraste, en fait la perte de contraste tout simplement en donnant quelques points négatifs de noir. Donc vous avez une souplesse d'emploi qui est absolument fantastique, et d'autant que Optix Pro 9, du point de vue du traitement des hautes lumières, a également été amélioré par rapport aux versions précédentes, puisqu'on n'a plus, dans certains cas, dans les cas de correction extrême, ce phénomène de dérive de couleur qu'on pouvait voir dans certaines images. Donc le traitement des hautes lumières est également amélioré dans Optix Pro 9. Ensuite, pour conclure avec la partie traitement de l'image, une critique également qui a été formulée dans le passé par les utilisateurs, c'est la restitution, le rendu des teints de chair. Vous voyez, donc en fait maintenant Optix Pro vous permet d'utiliser un nouvel autoréglage qui est optimisé pour la couleur de la peau, tout simplement. Je vais vous montrer l'image avant. Donc l'original, on a une peau qui tire un peu sur l'orange, comme ça, même sur le carotte par endroit. Vous voyez, maintenant, en appliquant dans cette image l'autoréglage DxO Portrait, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens une peau beaucoup plus douce, plus naturelle, et également plus éclatante. Alors voilà également la troisième nouveauté du point de vue traitement des images, c'est-à-dire le rendu des teintes de chair. Donc voilà, on a fait le tour d'horizon des corrections, des nouvelles corrections d'Optix Pro, donc DxO Prime pour le bruit, l'amélioration de la récupération des hautes lumières, le rendu des teintes de chair. Et maintenant, on va embrayer sur la dernière partie de cette présentation, comme on avait pris un petit peu de retard au démarrage à cause d'un problème d'affichage. Je pense qu'on a encore 5-10 minutes de débattement. Donc je vais vous montrer comment se passe
l'exportation des images. Alors je vais revenir à mon projet qui contient toutes les images de la démonstration. En fait, pour exporter une image, c'est très simple. On va garder donc ce joli portrait et on va l'exporter vers le disque, donc sur un disque dur qui soit interne ou externe. Ça peut fonctionner sur une clé USB, ça peut fonctionner également sur un serveur NAS, évidemment, enfin tout ce qui contient un disque dur. Donc je vais tout simplement cliquer sur export vers disque, comme ceci, et vous voyez, à la place de mon onglet traité, j'ai tout simplement cette fenêtre flottante qui contient quelque chose que vous connaissez bien si vous êtes utilisateur du logiciel, hein, qui contient tout simplement les options d'exportation vers le disque. Donc ces options d'exportation, il y en a un certain nombre qui sont livrées d'origine, mais vous pouvez créer et rajouter autant de modes d'exportation que vous voulez. Et l'avantage de ce système, c'est que vous pouvez exporter une image ou un lot d'images en même temps, de manière simultanée, dans plusieurs formats différents à la fois et également dans plusieurs dossiers différents à la fois. Donc on peut imaginer par exemple une série de photos que vous voulez publier sur le web et imprimer. Alors vous allez tout simplement les exporter au format JPEG dans le format demandé par votre galerie web. Ces photos, vous allez les placer dans un dossier galerie web par exemple, et parallèlement vous exportez également en TIFF 16 bits pour votre imprimeur dans un dossier qui lui est entièrement dédié, et tout cela de manière totalement autonome et automatisée. Et bien entendu, si vous exportez un grand nombre d'images, plusieurs centaines de photos, ça va prendre du temps et vous aurez largement le temps d'aller boire un café pendant que l'exportation se produit. Donc vous voyez ici, j'ai simplement sélectionné une sortie standard au format JPEG, toute simple, et je clique sur exporter. Alors voici l'exportation qui apparaît ici dans ce bouton en bas à droite avec une petite barre de progression, et si je clique sur cette icône, vous voyez, j'ai un récapitulatif des exportations en cours et des exportations passées. Voilà donc export vers disque terminé pour vous montrer que la version Mac d'Optix Pro 9 prend également en charge le centre de notification de macOS 10. Hein, donc, vous voyez, vous vous souvenez, à la place de cette fenêtre flottante, on avait un onglet traité gigantesque avec beaucoup d'espace vide et des barres de progression. Maintenant, tout est centralisé dans cette petite fenêtre flottante qui apparaît quand on clique sur ce bouton. Et d'ailleurs, le bouton dont je parle ici n'apparaît pas tant que vous n'avez pas fait une première exportation. Alors, les autres possibilités d'exportation, c'est bien évidemment la possibilité d'envoyer une image vers une autre application. Hein, donc le mode opératoire sur PC, sur Mac est légèrement différent. Sur PC, Optix Pro se souviendra des différentes applications que vous utilisez, ce qui n'est pas le cas encore sur la version Mac. Donc là, en fait, on va tout simplement choisir, par exemple, Photoshop. Alors, je vais juste sélectionner l'application. Dans les options, je peux traiter en JPEG par exemple à exporter, ou en TIFF ou en DNG linéaire. Je peux également exporter le format original. Donc si vous envoyez un fichier RAW dans Lightroom par exemple, il s'ouvrira dans Lightroom, mais bien entendu Lightroom ne pourra pas voir les corrections appliquées à Optix Pro 9. Donc je peux régler ma qualité de compression JPEG bien entendu, et également adjoindre un profil ICC. Voilà, donc maintenant j'exporte mon image vers l'application Photoshop. Donc pareil, j'ai ma barre de traitement tout simplement parce que Optix Pro applique les corrections au JPEG qui va être exporté. Et donc en principe, si tout fonctionne bien, Photoshop devrait se lancer automatiquement dans quelques secondes. Voilà. Donc voici pour le transfert d'image.
dans Photoshop, dans une autre application à partir d'Optix Pro. Donc Optix Pro dialogue mieux et plus facilement avec les autres logiciels parce que dès lors que vous avez développé des fichiers RAW, bien entendu, vous avez peut-être besoin de faire de la retouche. Dans le cas de ce portrait, on va faire de la retouche beauté par exemple. Alors ça, c'est pas le boulot d'Optix Pro, mais c'est le boulot de Photoshop et vous pouvez faire communiquer les deux logiciels de cette façon, de manière très simple. Toujours pour l'exportation, on a également la possibilité de créer une galerie Flickr. Alors ça, c'est pas une nouveauté d'Optix Pro 9, ça existe. Par contre, on peut s'attendre dans les futures versions d'Optix Pro l'ajout de nouveaux services d'exportation. Ensuite, rapidement, pour conclure, depuis Optix Pro 8, vous avez la possibilité d'imprimer vos images. Tout simplement, on fait fichier imprimer. On peut bien évidemment imprimer un lot de plusieurs photos. Alors pareil, l'interface varie entre la version PC et la version Mac. Vous avez un certain nombre d'options qui existent. Alors, vous avez tous les réglages imprimantes, évidemment. Vous avez les paramètres des images DxO qui vont vous permettre d'ajouter une légende à vos photos, de recadrer pour remplir, de tourner la photo pour l'adapter. On peut également déterminer la position de la légende. Vous pouvez très bien créer des planches contact avec ce système ou imprimer plusieurs photos qui en fait apparaîtront sur plusieurs pages. Donc c'est sans être un module d'impression ultra complet comme certaines applications spécialisées, on peut déjà imprimer avec des résultats de bonne qualité et avec certaines fonctionnalités intéressantes pour faire des épreuves papier. Vous voyez ici DxO disposition, on peut modifier les marges, on peut rajouter des lignes et des colonnes pour créer des triptyques ou des planches contact, peu importe. On peut ajuster également la taille des cellules et on dispose également de la possibilité d'appliquer un renforcement de netteté lors de l'impression. Hein, ça également, c'est très important pour ce type de travail. Donc voilà pour le module imprimé qui n'est pas une nouveauté d'Optix Pro 9, mais je le mets dans cette présentation parce que dans ce cas, je m'adresse surtout aux personnes qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas bien le logiciel. Voilà donc ensuite en fonction des résultats, mais rien ne vous empêche d'avoir une trousse à outils comportant plusieurs logiciels, et ne fût-ce que pour la correction de bruit, les automatismes, l'optimisation de la netteté de l'objectif que je connais beaucoup, que j'aime beaucoup, pardon, et le flux de travail d'exportation en format multiple simultané. Rien que pour ça, Optix Pro en vaut vraiment la chandelle, très franchement. Et tout photographe devrait l'avoir dans sa besace. Alors il existe deux versions d'Optix Pro en fait. Il existe une édition standard qui s'adresse principalement aux possesseurs de boîtiers ayant des capteurs APS-C ou de petit format, et la version Elite qui s'adresse plutôt à ceux qui ont des boîtiers professionnels et notamment des boîtiers utilisant des capteurs plein format. Alors les fonctionnalités sont exactement les mêmes, il y a juste une différence de prix, et je vous rappelle que le logiciel est en promotion jusqu'au 20 novembre, hein, de DxO 6, 7, 8, peu importe à la version 9, c'est le tarif. Voilà, alors la présentation est terminée. Merci d'y avoir assisté. Je m'excuse encore pour les problèmes d'affichage au début. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de coupures de son parce que je passe par une connexion Internet par satellite. Alors je ne sais jamais s'il y a des micro-coupures ou pas. En tout cas, les personnes de DxO peuvent répondre à vos questions par chat, et cette vidéo sera très certainement bientôt disponible dans son intégralité sur la page DxO Academy, donc sur dxo.com. Voilà, bonne soirée et à très bientôt, j'espère.